Bonjour Philippe. Bonjour Lionel. Alors Lionel, selon toi, tu as réalisé une découverte fondamentale dans le domaine des sciences humaines. Et cette découverte, en fait, elle est synthétisée par le titre de ton dernier ouvrage, qui s'intitule « L'inconscient, le Dieu laïque ». L'inconscient, le Dieu laïque, tu concevras que pour le commun des mortels, ça peut paraître énigmatique, hein, ça ressemble un petit peu à une formule du style E égale MC2 d'Einstein, d'accord ? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer le chemin que tu as parcouru pour parvenir à cette formule ? Le chemin que j'ai mis pour parcourir, c'est un long chemin en fait, puisque ça a commencé quasiment en 1991, où malheureusement j'ai eu une dépression sévère. Voilà, et suite à cette dépression, j'ai fait 5 ans de psychothérapie. Et dans ma souffrance que j'avais, parce que c'est une souffrance à forme paranoïaque, j'avais peur un peu de tout à ce niveau-là, j'étais soigné d'une manière classique avec la benzodiazépine. Et j'ai suivi donc une psychothérapie pendant 5 ans. Et après, je m'en suis sorti et j'ai posé une question au psychiatre qui était la suivante. Je dis, mais est-ce que les médicaments soignent l'être humain ? Pensant que le médicament pour moi avait une vertu curative. Et dans ma tête, je me dis, s'il me répond que le médicament soigne la dépression, j'arrête la pharmacopée habituelle. Et s'il me dit non, à ce moment-là, je vais peut-être continuer le traitement parce qu'il m'aura dit la vérité. Et quand il m'a répondu oui, j'ai vu qu'il y avait un mensonge, donc j'ai arrêté les antidépresseurs dans les 30 jours qui ont suivi. Après, l'anxiolytique était plus terrible à arrêter en termes de sevrage que l'antidépresseur, ce qui est assez bizarre. Et donc, à partir de là, j'ai vu que il y avait une problématique, c'est que le médicament ne soignait pas la dépression. Donc, j'ai dit, il doit y avoir une autre voie. Donc, je me suis mis pendant cette maladie à faire des études en psychanalyse, notamment sur les ouvrages de Pierre Daco, Les triomphes de la psychanalyse, Le divin dans l'homme de Carl Jung, qui est un célèbre psychanalyste, et un livre qui était fabuleux pour moi, qui est pour moi la Bible, qui a été là. Pourquoi j'ai fait après le métier de psychothérapeute par la suite, après d'hypnothérapeute, après de thérapeute analytique, enfin bref, c'est que le livre s'appelle La cause des enfants, de Françoise Dolto. D'accord. Donc c'était un livre extraordinaire. J'ai mis 6 mois pour le lire parce que j'ai lu en 2e lecture. C'est-à-dire que quand elle raconte, elle est praticienne. Oui. Et donc, enfin, quel est le contenu, enfin, qu'est-ce que tu as trouvé dans cet ouvrage qui a fait tilt ? En fait, la moralité de ce livre, La cause des enfants, c'est-à-dire qu'un enfant a besoin de repères. Il a besoin d'être frustré, d'être contrarié, pour qu'il puisse se construire, en fin de compte. S'il n'est pas frustré, que risque-t-il ? S'il n'est pas frustré, ça va être un enfant qui ne va pas grandir, qui va être immature sur le plan émotionnel. Donc à ce moment-là, ce livre était fondamental pour bien éduquer les enfants. Ce qui m'a permis, par rapport à mes propres enfants, de renverser complètement la vapeur au niveau de mon schéma éducatif et du schéma éducatif que je donnais à mes enfants, et ce qui fait que je suis devenu plus proche d'eux. Et en fait, quel lien fais-tu entre les différents ouvrages que tu viens de nous énoncer et ce que tu avais vécu pendant ta dépression ? Le lien, c'est que ça m'a appris fondamentalement le cœur de l'être humain, en fait, parce que l'enfant, c'est l'inconscient. L'enfant est pur lorsqu'il naît, et il est déformé par l'éducation de ses parents. Et ma souffrance provenait d'un schéma éducatif parental qui était très déformant du côté de mon père, aussi bien du côté de ma mère. Donc ce que tu veux dire, c'est que s'il y avait une reconstruction envisagée de ta part, ça n'était vraisemblablement pas au travers de médicaments ou de thérapies quelconques, cela pouvait se faire, mais par une meilleure compréhension de la manière dont nous nous créons, dont nous grandissons. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et c'est pour ça que dans les travaux de Carl Jung qui parlent de l'inconscient, cela m'a interpellé, parce que on parle toujours du conscient, mais de l'inconscient qui est toujours négatif. Et donc, en le lisant, l'inconscient était positif. Donc, pour moi, il y a une dichotomie au niveau philosophique, et j'essaie d'approfondir et de comprendre. Si je comprends bien, à l'appui là de ce que tu es en train de dire, tu as pressenti ou compris
que le conscient n'était pas forcément notre meilleur allié et que l'inconscient, à l'inverse, n'était pas forcément un ennemi pour notre croissance, pour notre développement? Tout à fait, mais là ça a été ce cheminement, je l'ai fait plus tard, c'est-à-dire qu'après ma dépression, j'ai ouvert mon cabinet de thérapeute à Périgueux, et j'ai commencé à faire de la psychanalyse en fonction de l'enseignement de Pierre Daco. Et j'avais deux solutions, c'est-à-dire soit j'allais à l'université pour avoir le titre de psychologue, soit je pratiquais en tant que praticien dans un cabinet avec l'enseignement de Pierre Daco, qui était le fait de très peu parler en séance. Et donc il y a eu une progressivité qui s'est produite, c'est-à-dire que la personne parlait, mais je ne répondais quasiment pas. D'accord. Alors juste là pour nous éclairer et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous repositionner Pierre Daco par rapport, je dirais, à des gens comme Freud, Jung, etc. Enfin, quelle est son approche? L'approche de Pierre Daco, c'est de faire comprendre l'importance de la psychanalyse et de la position basse du thérapeute. Et quand j'ai lu la position basse, ça m'a interpellé en disant que on doit être ce qu'on appelle à l'écoute du patient, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'écoute en profondeur en fin de compte. Donc déjà au niveau consciemment, Pierre Daco m'a fait comprendre qu'il fallait être dans une écoute profonde de la personne pour comprendre l'essence de la personne pour pouvoir ensuite l'aider. Et par rapport à Freud, en fin de compte, Freud c'est le père de la psychanalyse, et Pierre Daco est en fait l'élève de Freud par essence à ce niveau-là. Donc il est dans le sillage de la méthode freudienne? Voilà, je pense qu'il est dans le sillage des méthodes freudiennes, mais sur un point de vue humaniste, il va dans l'approfondissement du travail de Freud à ce niveau-là. Donc là, c'est une première étape qui s'est produite, et ensuite, en 2001, j'ai eu la chance de recevoir par Internet, quoi Internet n'est pas tout le temps négatif, un mail comme quoi je pouvais passer un stage à Paris pour être praticien en hypnose ericksonienne. Et là, j'ai été formé par une formatrice de l'Institut de New York Training Institute de New York, par Anne Linden. Et Anne Linden était une élève du fameux docteur Milton Erickson. Et donc, j'ai appris à travailler la transe en séance avec l'inconscient. C'est là où la notion m'est apparue d'une manière plus praticienne, en fin de compte, pour que l'inconscient aide le conscient à s'en sortir. Alors là, Lionel, pareil, pour qu'on soit le plus clair possible par rapport à notre public, c'est Milton Erickson, l'hypnose, entendu. Est-ce que tu peux nous en dire déjà quelques mots? En quoi est-il différent des autres auteurs que tu viens de nous évoquer, les psychanalystes, et même en quoi l'hypnose, selon Erickson, se distingue-t-elle des hypnoses classiques? Disons que le docteur Erickson était issu d'une famille pauvre d'Amérique. Il a même des origines indiennes d'ailleurs. Et donc il était atteint d'une grave maladie. Et donc était, je pense, la tuberculose ou la poliomyélite. Je crois que c'est plutôt la poliomyélite. Il était atteint de poliomyélite. Et donc à 17 ans, il a eu une première crise et le docteur a dit aux parents que l'enfant n'allait pas survivre et il allait mourir dans la nuit. Et le docteur Erickson a fait une chose tout à fait extraordinaire. Il a entendu. Et quand le docteur est parti, il a dit à ses parents, puisqu'il ne devait pas passer la nuit, il a dit à ses parents, changez-moi le lit de place, parce que demain je veux voir le soleil se lever. Donc les parents, moitié en pleurs, ont changé la chambre et ont mis le lit en face à la fenêtre, sachant que pour eux, leur fils allait partir. Et donc le fils a survécu, Dr Erickson a survécu, puisqu'il est mort à l'âge de, je pense, dans 70 ans, 73 ans de mémoire, si je me trompe, ce n'est pas grave. Et donc, il a compris la puissance de l'inconscient par rapport au conscient, c'est-à-dire qu'il a compris que l'inconscient pouvait guérir, notamment sa poliomyélite, il a pu contrarier cette maladie pendant très longtemps. Est-ce que ça veut dire, donc si je comprends bien, que il attribue une force vive intérieure qu'on va appeler l'inconscient,
il attribue la demande, l'ordre de se retrouver face au soleil. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc c'était pas tellement son conscient, il a senti une force profonde, on va dire. Oui, c'est bien ça. tout à fait. Et par la suite, ayant été lui-même guéri, il a poursuivi sa compréhension sur ce chemin-là. C'est bien ça. Tout à fait. Et m'est arrivé une histoire similaire à Dr Erickson, pas de même niveau, ni de même gravité. J'avais 18 ans et je devais partir le lendemain quand j'étais jeune pour faire les vendanges. Hein, voilà. Et donc la veille, j'attrape une angine carabinée et je me trouve avec 39 de fièvre. J'étais dans un hôtel et on devait repartir le lendemain avec ma femme de l'époque. Et à ce moment-là, j'ai pleuré dans le lit et je disais oh mon Dieu. À l'époque, je disais, oh mon Dieu, aide-moi, sors-moi de là, il faut que je parte demain. Et donc, ma femme me dit, mais non, tu peux pas, faut retourner chez ta mère, enfin, etc., parce qu'à l'époque, j'avais quitté mes parents. Et donc, il se passe que dans la nuit, j'ai transpiré énormément, hein, et puis le lendemain, j'avais 37,5 de fièvre. La fièvre était tombée d'un coup, donc je suis parti aux vendanges. Voilà. Donc la force de l'inconscient, je ne savais pas que Dieu c'était mon inconscient, c'était moi-même, je me parlais à moi-même à l'époque, on développera cela plus tard dans mes recherches, parce que tu m'as posé la question, quelle est la genèse de ma découverte fondamentale, et donc j'avais compris qu'il y avait une puissance qui me dépassait à ce niveau-là. Pour Dr Erickson, il a fait la même chose, et par ses travaux, il a vu que l'inconscient avait une force, et il a fait une méthode pour parler à l'inconscient, d'une méthode tout à fait respectueuse. Il faut toujours dire la vérité, il faut parler plutôt par métaphore et par ellipse, notamment pour pas que le conscient intervienne à ce niveau-là. On reviendra sans doute sur la manière de le pratiquer. Je parle près du micro, excuse-moi. Excusez-moi. Juste une dernière question avant d'aller plus loin à propos de l'hypnose. L'hypnose ericksonienne se distingue des autres types d'hypnose. Oui. En quoi se distingue-t-elle principalement? Disons que c'est de l'hypnose qu'on pourrait dire légère. On peut faire les personnes sont en transe, en fin de compte. Ça s'apparente plus à une forme de relaxation profonde que de l'hypnose cathartique du docteur Charcot où la personne était complètement endormie et n'était pas maître de sa volonté à ce niveau-là. C'est-à-dire que le conscient en hypnose ericksonienne, le conscient est toujours prégnant, est toujours présent dans la séance. Il peut entendre, voir, on peut ouvrir les yeux, bouger son corps, etc. On est en état d'hyperconscience en fin de compte en hypnose ericksonienne. On ne dort absolument pas. On ne dort pas. On ne dort pas, sauf si la personne a la volonté de vouloir dormir. Je veux dire que on fait ce qu'on veut à ce niveau-là. Sauf que l'avantage de ces travaux, c'est qu'on dit le texte avant et on le répète à l'identique. Voilà. Si on est préparé. On ne peut pas en hypnose ericksonienne contraindre une personne à faire une chose qu'il ne veut pas. D'accord. Et on en reparlera de toute façon par la suite. Hein, tout à fait. Donc là, à ce moment de ton histoire, on a bien compris quelque chose. Dans un premier temps, tu es dans un certain mal-être. On veut te soigner comme on essaie de soigner un grand nombre d'êtres humains sur cette terre par des médicaments. Cela, finalement, n'est pas la bonne solution selon toi. Tu t'en sors d'une autre manière. Ouais. Tu commences à t'intéresser à des auteurs qui ont développé donc je dirais une réflexion par rapport à des notions de conscient et d'inconscient. Oui. Tu commences à devenir praticien. C'est ça. Tu te rends compte parfois qu'au travers d'anecdotes, comme tu viens de nous l'évoquer avec les vendanges, l'inconscient semble manifestement avoir un certain pouvoir lorsque l'on converse de manière claire avec lui. Et puis tu commences à avoir des patients. Oui. Et alors là, est-ce que tu peux nous parler de au moins quelques situations avec tes patients, quelques réussites? Tout à fait. Alors, je continue ma progression. Donc, j'ai commencé à faire la thérapie analytique de Pierre Daco. Après, je suis devenu praticien d'hypnose ericksonienne. Et donc, j'ai travaillé avec l'inconscient. Et à partir de là, mes travaux s'en sont trouvés complètement bouleversés parce que en hypnose ericksonienne, mes patients qui arrivaient, lorsque je les soignais par hypnose, les résultats étaient beaucoup plus performants. Les personnes s'ancraient plus dans la réalité, étaient plus proches de leur centre, plus proches de leur inconscient. Et j'ai des résultats de guérison tout à fait remarquables. Je vais te citer deux cas qui sont pour moi les plus fantastiques des cas d'hypnose que j'ai eus. Il y en a plusieurs, mais j'en citais deux cas remarquables. C'était une patiente qui avait une destruction de la myéline d'une artère cérébrale.
de 15 mm. Et ça a été constaté par image IRM. Elle est donc venue me voir, et donc ce qui s'est passé, c'est que avec cette patiente, pendant 4 mois, j'ai demandé à l'inconscient, avec un grand respect, à ce qui reconstitue l'artère de cette patiente, et 4 mois plus tard, avec image IRM à l'appui, l'inconscient avait reconstitué la myéline de l'artère cérébrale. Ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est une dame qui était tellement en peur, en crise psychotique, ou enfant paranoïde, sa peur était tellement prégnante qu'elle allait être handicapée, d'être hémiplégique, c'était la jambe du côté droit. Hémiplégique côté droit, ça lui est arrivé d'une crise de panique alors que son mari et elle descendaient en moto de Paris jusqu'à Périgueux. Elle a une crise de panique et à partir de là, la crise a fait que sa jambe droite et son bras droit, enfin tout se mettait en position d'handicap, d'hémiplégie côté droit. Et après 3 ans de travail, parce que ça a été très long quand même, j'avoue, au bout de 3 ans de travail, elle a retrouvé l'usage de son bras droit, de sa jambe droite, qui est équivalent à sa jambe gauche, au niveau de l'amplitude. Et elle marchait, elle montait les escaliers, reconduisait la voiture, etc. Et elle a diminué ses médicaments de 99% parce qu'elle prenait quasiment plus rien. Elle avait perdu 25 kilos en 3 ans. Donc, ce sont les 2 cas les plus remarquables. Et il y en a d'autres, notamment. Donc, on reparlera plus tard. Alors, on va juste revenir sur deux aspects, si tu le veux bien. Quand tu nous as dit tout à l'heure que tu parles avec beaucoup de respect. Toujours. Alors, est-ce que tu peux nous donner, quitte à ce qu'on en reparle bien sûr plus tard, une petite indication de ce que tu entends par parler avec respect? Parler à l'inconscient d'un être, ce n'est pas gratuit, parce que l'inconscient est hypersensible, notamment à la vérité. Donc à partir de là, le premier respect qu'on a envers l'inconscient de la personne, puisque c'est un deuxième cerveau qui est pour moi dans l'estomac et les intestins, c'est-à-dire que le cerveau entérique, qu'on appelle, qui est dans le système nerveux entérique, comporte 100 millions de neurones. C'est là qu'est situé le siège de l'inconscient. C'est novateur et révolutionnaire à ce niveau-là. L'inconscient, c'est le moteur de l'être humain, c'est lui qui le fait survivre et qui lui donne les bonnes intuitions. Donc pour l'instant, là, Lionel, tu commences à nous mettre sur la voie de ta découverte. C'est ça. On va bien sûr l'expliciter plus profondément par la suite. En tous les cas, on comprend que, quelle que soit la localisation de l'inconscient, oui. pour l'instant, oui. Tu dis qu'il y a une grande sensibilité, oui. Et que donc les paroles doivent être quoi? Douces Voilà, on parle d'une manière extrêmement douce. Oui. Extrêmement douce est posée, parce que le premier respect qu'on doit à l'inconscient, c'est la vérité. Donc le thérapeute doit toujours dire la vérité. C'est pour ça qu'un thérapeute doit également se faire suivre en plus de son travail, pour qu'il soit proche de son centre par rapport à une supervision qu'il doit faire à l'extérieur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un travail en thérapie, on peut avoir un phénomène, ce qu'on appelle le contre-transfert au niveau de l'empathie, et donc le thérapeute doit avoir une limite vis-à-vis du patient ou de la patiente à ce niveau-là, et donc par ce travail de supervision, il va se rééquilibrer, et donc il va être plus proche de la vérité par rapport à lui-même d'une part, et par rapport au patient ou à la patiente. Et quand il va parler, le vibrato de sa voix, la façon dont il va parler d'une manière posée, calme, etc., va toucher l'inconscient qui est dans la vérité, et à ce moment-là, le patient ou la patiente va être pris en sandwich par rapport à son conscient qui est dans l'encéphale, pour moi, son inconscient qui va entendre le même langage, va faire en sorte qu'il va se connecter dans le futur au conscient, quand le conscient ne prendra pas conscience de son état, en fait. Parce que l'inconscient travaille en permanence, même après une séance. On va positionner plusieurs choses que tu as évoquées. Alors d'abord, tu as utilisé des termes, bien évidemment, qui sont de ton registre, oui. C'est-à-dire contre-transfert et empathie. Oui. En quelques mots, explique-nous juste ce que tu entends par contre-transfert, et en quelques mots, qu'est-ce que tu mets derrière le mot empathie? Contre-transfert, c'est quand un thérapeute a une émotion vis-à-vis d'un patient ou une patiente, une émotion positive ou négative, et que dans ses propos, il va transférer des mots qui vont être un mensonge, ou il va faire un raisonnement fait qui va être un mensonge. Ce qui fait qu'à ce moment-là, à partir du moment où il va être en dehors de la vérité, il va sortir de son rôle de thérapeute, et il va transférer une émotion négative ou positive envers la patiente, et là, la patiente va le comprendre, et va comprendre le danger intuitivement, et peut se mettre en recul. D'accord. L'empathie? Alors l'empathie, c'est simplement un sentiment comment dirais-je, de sympathie envers le patient, dans un sens de
ça serait peut-être à la limite de la compassion, mais quelque chose où on aime la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, en termes de quantité, en termes d'humain, en fin de compte. Donc on est plutôt dans une forme de charge émotionnelle, transfert émotionnel Voilà, vers l'autre. vers l'autre, mais limité sur le plan émotionnel, oui. D'accord, en tout Bien cas, sûr. donc une compréhension, chercher à se mettre à la place d'eux, on est plutôt dans ces... Voilà, c'est se mettre à la place de l'autre. Ok. Voilà. Alors, là, une autre question par rapport à tes propos. Normalement, lorsqu'on parle par exemple de psychanalyse, on est plutôt dans un récepteur, le thérapeute, enfin le psychanalyste, qui écoute les propos de son patient. Tel que toi tu le formules, là, il semblerait qu'on soit plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire que le thérapeute est non pas récepteur, mais émetteur de phrases, de propos, et que, outrepassant le conscient, il cherche à parler à l'inconscient de la personne. Nous sommes bien d'accord? Oui, c'est ça, oui. Donc confirmes-tu bien là une assez grande différence en termes de thérapie? On n'est pas dans récepteur, on est dans émetteur. Ben, on est les deux en même temps. Parce que un thérapeute qui acquiert de l'expérience peut avoir des messages télépathiques du patient. Il peut les entendre ou pas les entendre. Et donc, partant de là, il peut y avoir des mots ou des phrases ou des situations que le thérapeute peut ressentir ou voir. Et à ce moment-là, il va répondre au patient au-delà de ses propres propos, des propres propos du patient. Et donc, la résonance est d'autant plus grande. Et c'est pour ça que l'important pour un thérapeute, c'est quand le patient dit parfois « vos propos résonnent en moi ». Et là, c'est la phrase magique, résonne en moi, c'est-à-dire que mon inconscient, mes intuitions sont bonnes, ce que vous dites est bon, donc je valide votre travail. Et à partir du moment où ça résonne, c'est bien. Quand le patient dit que ça résonne pas en moi, c'est qu'on n'a pas touché la bonne sensibilité, on n'a pas dit le bon mot, ou la périphrase, ou la métaphore, en fait. Entendu, très bien. Alors poursuivons donc. Alors tu pendant un certain nombre d'années, tu es dans la pratique, etc. Et comment émergent les principaux concepts que petit à petit nous allons développer? Enfin, comment ça s'est passé tout ça? Eh ben, disons que c'est parti par rapport à l'inconscient qui, pour moi, qui était le maître de l'homme, qui pouvait le guérir. Il y avait une notion biblique à ce niveau-là qui commençait à rentrer en jeu à l'intérieur de moi-même. Et donc, par mes travaux avec l'inconscient, j'ai pris conscience du pouvoir de l'inconscient par rapport au conscient, de la puissance. C'est-à-dire que pour moi, l'inconscient représente l'univers et le conscient représente une planète. Et donc, j'avais fait la connexion parce que j'étais au Liban, parce que j'ai des origines libanaises également, la famille Zogby, et donc ce sont des érudits, ce sont des chrétiens, ils font partie des premiers chrétiens orientaux des premiers chrétiens orientaux d'origine, hein, dès l'origine. Et donc, quel lien peut-il y avoir entre ces érudits chrétiens orientaux, puisqu'ils lisaient l'araméen, les textes bibliques, etc., et moi-même, en temps, je ne voyais pas la relation. Et à ce moment-là, j'ai fait un poème, j'ai eu une révélation, place de l'Étoile, donc à Beyrouth, et j'ai écrit un poème qui s'appelle Le secret de Dieu, et qui est un quatrain psychanalytique, mais qui va plus loin qu'également biblique. Dans la notion biblique, sur le plan philosophique, dirions-nous, qui dit-il, Dieu, virgule, inconscient de l'être. Dieu égale l'inconscient de l'être. Dieu, virgule, inconscient de l'être. Alors, dans la diction, c'est Dieu, inconscient de l'être. Rien ne peut apparaître. Régissant l'intuition n'est que respiration. La traduction de ce texte, c'est Dieu qui est l'inconscient de l'être. Rien ne peut apparaître, parce que d'une part, on ne peut pas le voir apparaître, parce qu'il est à l'intérieur du ventre. Non, parce qu'apparaître, il n'y a rien. Il y a un jeu de mots dans la phrase. Régissant l'intuition, pourquoi? Parce que c'est l'inconscient qui régit l'intuition, c'est le langage de l'inconscient. N'est que respiration, et il y a également un jeu de mots, c'est que quand on est bébé, on n'est que respiration. Et lorsqu'on est dans un état de stress, dans un état de mal-être, il y a une mal-respiration qui s'effectue, on respire mal. Donc,
On n'est que respiration, mais dans le sens littéral, dans le sens respiration universelle, la respiration naturelle de l'être humain, normale, qui n'est pas saccadée, qui n'est pas en hyperventilation, etc., ou qui n'est pas sous-ventilée. C'est-à-dire la respiration ventrale que l'on connaît, d'ailleurs d'où le terme que l'on emploie au niveau bouddhique, hein, on parle beaucoup de respiration ventrale, qui est la respiration de l'inconscient. Et entre autres, nous reparlerons nécessairement de Bouddha à un certain moment. Donc alors effectivement, c'est une étincelle. C'est la première. C'est un moment fort. Enfin, tu l'as enclos avec ta personnalité qui est sous forme donc de poème, enfin une espèce de concentré. D'autres concepts, on le verra par la suite, ont été développés, mais là il y avait en l'état, sur 4 lignes, il y avait quelque chose de puissant. Effectivement, là on peut prendre un petit peu de temps pour en parler, parce que Dieu inconscient de l'être, c'est une vraie déflagration, c'est un vrai Big Bang. Alors, allons-y, commençons à nous amuser par rapport à ça. En quoi est-ce que cette simple phrase est-elle une révolution par rapport à la pensée et par rapport au comportement des êtres humains depuis maintenant un certain nombre, je dirais, de milliers d'années? Disons qu'il y a une confusion qui a été faite par rapport à ça, puisqu'ils ont pensé que le conscient était Dieu. Alors qui a pensé ça? Disons que les premiers chrétiens, je veux dire, dès le départ, dans la Bible c'est écrit que c'est que le conscient de l'être c'est Dieu et l'inconscient c'est le diable. Donc ils ont complètement inversé, ils ont une mauvaise intuition pour le coup à ce niveau-là, ou une mauvaise traduction, parce qu'après tout le Nouveau Testament c'est une traduction occidentale de textes bibliques juifs. Y a-t-il une mauvaise traduction? Je n'en sais rien, mais en tout cas jusqu'à nos jours, dans la religion catholique monothéiste, c'est le conscient qui prédomine et qui est donc qui fait part de la révélation de Dieu par le conscient. Ce qui est une erreur fondamentale, parce que la révélation de Dieu vient par l'inconscient. Et cette notion de Dieu est une notion métaphorique, en fin de compte. On appelle Dieu, on dit Dieu créateur de l'homme, ce qui est vrai, puisque l'inconscient étant situé dans l'estomac, lorsqu'on est dans le bébé, dans le ventre de la mère, le premier cerveau que fabrique le corps humain, c'est l'estomac qui va fabriquer ensuite l'encéphale. Tu vois, nous en parlerons bien sûr. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on oriente, on va revenir sur la notion de conscient et tout à fait, mais on va d'abord, si tu veux bien, faire une petite plongée dans l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que, initialement, d'après les civilisations les plus anciennes, on parle de Dieu au pluriel, puis par la suite, au travers des monothéismes, de Dieu au singulier. C'est ça. Ces dieux ou ce Dieu, ils sont extérieurs à l'être humain, on est bien d'accord. Oui. Hein, c'est bien cela. Oui. Et toi, le bouleversement que tu apportes, c'est de dire non, Dieu n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. On est bien d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et alors justement, la confusion qui a été faite est naturelle. Pourquoi? Parce que les peuples primitifs, lorsqu'il y avait la foudre qui est tombée, il fallait bien qu'ils créent artificiellement, mentalement, une entité qui crée la foudre. Donc un dieu ou des dieux, ça peut être Zeus par exemple, ou Jupiter pour les Romains. Donc à ce niveau-là, ou le Neptune, dieu de la mer, ou Poséidon. Enfin bref, non, Neptune, c'est pas dieu de la mer, c'est Poséidon qui est dieu de la mer. Si ma mémoire est bonne. C'est les mêmes choses. C'est la même chose. Poséidon, c'est grec et des Grecs, et Neptune, voilà. Donc ils ont été obligés de construire une entité pour survivre mentalement, parce que si un être humain au niveau de sa conscience ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, il tombait dans la folie. Donc il fallait qu'il fasse une construction, une chimère en fait. En psychanalyse on appelle ça une chimère, c'est assez psychotique ou schizophrène, mais bon, c'était très schizophrène à ce niveau-là, parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc il a fallu qu'ils inventent un monde ou une entité pour qu'ils puissent dire c'est un dieu ou une entité ou le grand tout comme pour les Mongols qui fait que la foudre est tombée, c'est la volonté divine en fin de compte, ou d'une essence divine, ou d'une entité. Et donc à partir de là, ils ont construit au niveau après de la tradition orale et après par les écrits, une entité qui va les dominer et qui crée, parce qu'ils sont dans l'incompréhension. Exactement. Donc, voilà. Pour résumer, l'être humain aurait, entre guillemets, construit des dieux ou un dieu, du fait qu'il ne parvenait pas à comprendre certains phénomènes, il lui fallait trouver une explication.
Oui, On est bien d'accord. tout à fait. Et donc, cette explication, en fait, a généré la création Mhm. des dieux ou de Dieu. C'est ça. Tout ce qui était de l'ordre de l'inconnu, Voilà. des ténèbres, C'est ça. était plus ou moins inquiétant ou étonnant pour l'être humain. Il lui fallait trouver une explication, Oui. et c'est cette explication des dieux et de Dieu que l'être humain est parvenu Voilà. on est bien d'accord. Tout à fait. Et c'est pour ça que mes travaux, c'est en ça où c'est révolutionnaire, c'est qu'à partir du moment où j'ai compris que les personnes, quand ils s'adressent à Dieu, ils s'adressent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que il y a des travaux qui ont été faits par des neurologues, c'est passé sur Arte d'ailleurs, ils ont mis des électrodes sur l'encéphale d'un être humain. Et ils ont prononcé deux mots, le mot Dieu et le mot moi. Alors quand ils ont prononcé le mot Dieu, il y a une partie de l'encéphale dans le cerveau qui s'est éclairée. Et quand ils ont prononcé le mot moi de la personne, les neurones se sont éclairés exactement au même endroit. Donc, scientifiquement, Dieu égale moi. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à Dieu, et ça rejoint également la psychanalyse, dans la psychanalyse, il y a une phrase qui est dit « Tout propos infondé, injuste ou insultant ne se rapporte qu'à la personne qui le dit, le pense ou le profère. » C'est celui qui dit qui est. Donc si on dit par exemple à quelqu'un « Tu sens un pauvre con », etc., c'est qu'on est soi-même un pauvre con, mais comme on ne peut pas répondre, eh bien on va insulter l'autre. Mais en insultant l'autre, on se parle qu'à soi-même. Eh bien, au niveau de Dieu, quand on s'adresse à Dieu et qu'on se trompe, on s'adresse uniquement à soi-même. Et ce Dieu, si on le rapporte à l'inconscient, à ce niveau-là, à son prénom par exemple, je m'appelle Lionel, si je dis « Oh Lionel, aide-moi par rapport dans tel domaine, j'aimerais que les choses puissent se faire d'une manière directe ou indirecte, parce qu'il y a une façon de parler à l'inconscient, etc. » Eh bien, à ce moment-là, l'inconscient va m'aider. Et à ce moment-là, on est en pleine à la résolution fondamentale sur le point de vue humain, humaniste, philosophique et religieux. Si nous sommes tous des dieux et que nous avons tous un inconscient qui est situé dans l'estomac et les intestins, je suis le seul au monde à le dire actuellement, et on en reparlera de cela, et après Dieu laïque, la formule terminale, on en parlera plus tard à ce niveau-là. Donc, à partir de là, si Dieu c'est l'inconscient de l'homme, pour moi ça a été une première évolution où j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le merveilleux pouvoir de l'inconscient, dans lequel j'explique ma découverte en indiquant que le concept de Dieu ne représente que l'inconscient de l'homme. Alors, on fait donc une petite pause. Si on comprend bien, selon toi, l'homme, avec un grand H, s'est égaré. Il a pensé, il a estimé que Dieu, ou les dieux, étaient à l'extérieur de lui-même, alors qu'en fait, Dieu, selon toi, est à l'intérieur de nous-mêmes. Tout à fait. On est bien d'accord. Est-ce que l'on peut remonter encore dans le temps, si tu le veux bien, oui. Lionel, allons-y. Parce que ça va nous permettre d'aborder deux points qui sont fondamentaux dans ton concept. Le premier point, c'est comment l'être humain s'est-il distingué de l'ensemble du règne animal, et donc comment s'est créé son conscient, comment s'est dissocié la notion d'inconscient et de conscient. On est bien d'accord? On va déjà revenir sur ce point-là, si tu veux bien, pour éclairer nos chers amis. Alors, on y va. Comment est-ce que comment est-ce que tu expliques cette séparation, cette distinction entre le règne animal et l'être humain? Disons que dans l'évolution de l'être humain, il y a une notion fondamentale qui s'est produite, c'est que nous étions en limite, nous avons des ancêtres communs avec les singes bonobos notamment, et cet ancêtre, les bonobos, oui, et cet ancêtre commun a continué à évoluer pour arriver jusqu'à nous, les Homo sapiens sapiens, et on s'est mis à manger, on a différé notre alimentation et on s'est mis à manger de la viande, d'une part, et d'autre part, on a développé la station debout. Et la station debout a développé non seulement notre cerveau, mais a développé notre capacité au langage.
Et donc, à partir de là, à partir du moment où on est arrivé au langage, on a commencé à émettre des idées, des concepts qui sont devenus de plus en plus évolués de par le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'homme préhistorique a évolué au niveau de la conception des outils, des pièges, au niveau sociologique, au niveau de croire à une entité protectrice, etc., eh bien, ce cerveau s'est mis à élaborer de plus en plus d'inventions, de théories, etc., de par les peuples. Oui. Alors justement, arrêtons-nous quelques instants. Donc, selon toi, alors on va juste revenir sur quelque chose pour ne pas heurter certaines personnes. On va rester dans je dirais, un langage très darwinien. On va dire que l'être humain et les singes descendent du même ancêtre, peut-être. C'est ça, l'ancêtre commun. Voilà. Coppens est d'accord avec ça, de toute façon. Et puis d'autres. Enfin, pour l'instant, au moment où nous parlons, ça reste vraiment la théorie, je dirais, la plus développée. C'est ça. Que ce soit les darwiniens ou les néo-darwiniens. Bien. Donc, selon toi, l'être humain historiquement se trouve au même rang que le règne animal, oui. Et puis à un certain moment, pour certaines raisons, entre autres, tu parles donc de la verticalité de l'être humain, émerge quelque chose de complètement nouveau, qui est le verbe. Oui. Est-ce que tu laisses entendre que c'est via le verbe, au travers du verbe, que petit à petit se construisent des idées, des notions qui nous séparent du règne animal et qui commencent à construire le conscient. C'est ça. Et en construisant le conscient, petit à petit, nous nous sommes distanciés de l'inconscient. Est-ce que c'est cela ? C'est ça. C'est cela. C'est cela, oui. D'accord. Malheureusement, d'après toi, cette construction est souvent faite, pour ne pas dire toujours, de choses erronées, qui nous éloignent de l'inconscient. Est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est ça, oui. D'accord. Et tu veux dire que là, nous sommes les uns et les autres sujets, descendants de nos ancêtres et donc sujets à l'heure actuelle, d'un conscient qui très souvent s'engage sur des voies erronées, n'écoutant pas suffisamment l'inconscient que nous avons en nous et qui est notre Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire que plus l'être humain complexifie sa vie, plus il s'éloigne de l'inconscient. Puisqu'actuellement, on arrive à une absurdité totale où la notion d'argent qui a été introduite par la suite par l'évolution, a complexifié complètement notre société, puisque aujourd'hui on arrive qu'à une seule notion, c'est l'accumulation de richesses. Et à partir de là, non seulement l'être humain s'est défait de l'inconscient, mais à partir du moment où il conçoit et qu'il tombe dans la cupidité et dans le matérialisme en fin de compte, et non pas dans l'humain, dès qu'il commence à être dans le matériel, l'être humain se perd complètement et va émettre à ce moment-là des théories, fumeuses pour moi en fin de compte, qui n'ont plus aucun lien avec l'inconscient. Pourquoi ? Parce que si l'être humain aurait été en accordance avec l'inconscient, on ne vivrait jamais dans le mode de vie que nous vivons aujourd'hui. Donc tu laisses entendre que au fil des siècles, il y a eu une succession de couches mentales, enfin conscientes, on va rester dans ce mot-là, qui se sont construites. C'est ça. Et qui nous éloignent d'un état, on va dire, naturel et simple, car c'est bien cela. C'est ça. Et donc, selon toi, croire que nous sommes dans une situation d'évolution, c'est se tromper, car la complexité, selon toi, n'est pas une manifestation de l'évolution, mais au contraire, une manifestation de l'involution. Tout à fait, le terme, on peut dire qu'actuellement nous sommes en pleine involution de l'être humain, puisqu'on est en train de transformer une société à penser que nous étions auparavant à une société à consommer. À partir du moment où on devient des consommateurs et pas des consommes, plus loin acteurs, à ce moment-là, on perd notre libre arbitre, notre scepticisme, notre possibilité de ne pas croire, de croire ou de ne pas croire. Et à partir du moment où on enlève l'esprit critique de l'être humain, c'est la mort de l'être humain. Alors, pour faire court, et c'est une formule qui a déjà été utilisée ici et là, on rentrera après plus dans le détail bien évidemment, tu veux dire que nous nous égarons sur les chemins de l'avoir, alors que toi tu nous parles depuis le début de l'être. Exactement.
c'est le conscient stupide ou cheval fou, comme disaient les Chinois, qui nous amène dans un monde schizophrène et psychotique, hein, qui nous empêche de voir la réalité. Et les schizophrènes, comme ils construisent toujours des mondes très compliqués, eh bien on s'éloigne de plus en plus de la vérité, donc on est de plus en plus dans le mensonge, parce que ça rejoint la psychanalyse, hein, c'est-à-dire que plus un être humain a un langage compliqué, plus il ment. Et plus un être humain a un langage simple, plus il est dans la vérité. Et c'est dans cela où l'être humain, où l'humanité est en train de s'égarer aujourd'hui. Entendu. Revenons maintenant donc sur les deux cerveaux, parce que tu as laissé entendre ici et là qu'il y avait donc un premier cerveau primitif. Oui. Oui. Il est peut-être temps maintenant de nous en dire plus par rapport à ce sujet. Oui, c'est-à-dire que dès la conception, d'ailleurs c'est très facilement approuvable scientifiquement, le cordon ombilical est au niveau donc du ventre. Donc la première chose comment est conçu un fœtus, c'est que le cordon ombilical est situé, va fabriquer la matrice, en fin de compte, les intestins et l'estomac. Première chose. Et cet intestin et l'estomac va se nourrir et va nourrir également, va fabriquer des os, va fabriquer des vaisseaux, va fabriquer des artères, les organes en interne, va fabriquer l'encéphale en deuxième partie. Donc le premier cerveau, la matrice, c'est l'inconscient. La deuxième, après tout le corps se fait, et l'encéphale se fait en second. Le second cerveau est fabriqué par le premier cerveau, qui est le cerveau entérique. Donc résumons. Nous avons deux cerveaux. Un premier cerveau initial, voilà, qui au moins sur le plan chronologique est indubitablement celui-ci, puisque le premier, ça commence par là. Et par la suite, dans un processus de construction, à un certain moment, un second cerveau est créé, voilà, qui est au niveau, qui est dans notre crâne. C'est ça, c'est ça. Okay. D'après toi, l'inconscient se situe dans notre premier cerveau. C'est ça. Alors que le conscient se développe au niveau de notre second cerveau, celui qui est dans notre boîte crânienne. C'est ça. C'est bien ça. Oui. Entendu. Très bien. Et donc, tout ton travail d'hypnothérapeute et de psychothérapeute, c'est lorsque des personnes viennent à toi, en souffrance, en difficulté, quel que soit le degré de la difficulté, c'est toi de leur faire retrouver le chemin de l'inconscient, de leur inconscient. Tout à fait. Alors un petit détail complémentaire, l'inconscient comporte 100 millions de neurones dans l'estomac jusqu'au rectum, dans tout l'intestin jusqu'au rectum. Ces neurones sont identiques à ceux du cerveau et connectés entre eux, les deux cerveaux sont connectés par le nerf vague. Voilà, pour te donner l'information complémentaire. Le nerf vague, c'est un petit peu l'autoroute, on va dire. C'est le chemin, voilà. Tu disais qu'il y avait un semblant ou une équivalence avec notre second cerveau crânien. Est-ce que par exemple il y a des neurotransmetteurs dans ce premier cerveau? Ben oui, effectivement, puisque on a appris aujourd'hui par Michael Gerson, qui est professeur à l'Université Columbia, que l'estomac fabrique 20 neurotransmetteurs sur 40, dont la fameuse sérotonine, qui est fabriquée à 95% par l'estomac, la sérotonine, la mélatonine pour dormir, la dopamine notamment. Alors ce qui se passe, c'est que l'estomac fabriquant 95% de la sérotonine, il faut savoir que la sérotonine est un neurotransmetteur essentiel et qui est responsable de l'humeur, de la dépression et de la schizophrénie. Alors ce qui est important, c'est que si c'est un cerveau véritable et qu'il est régulateur de la sérotonine, donc de l'humeur, qui est responsable de la dépression, de la schizophrénie, il va falloir parfaitement le nourrir. Ça sera l'objet de notre émission. De notre émission. Résumons-nous, donc rappelons les neurotransmetteurs, agents chimiques, oui, extrêmement importants, oui, qui régulent entre autres notre équilibre, oui, notre tout à fait, homéostasie, notre homéostasie, enfin, tout à fait, oui. 100 millions de neurones, as-tu dit? Oui, 100 millions de neurones, oui. Et tu as dit que parmi ces agents neurotransmetteurs, nous trouvions la sérotonine, la dopamine. La dopamine, quelle est l'influence de la dopamine? La dopamine, c'est la molécule du plaisir.
celle qui fait plaisir. D'accord. Hein. Et la mélatonine, c'est un neurotransmetteur qui est essentiel à l'endormissement, au sommeil. D'ailleurs, les Américains, ils avalent des petites fioles de mélatonine pour s'endormir. Est-ce que tu laisserais entendre quelque part, mon cher Lionel, qu'un grand nombre de maladies vécues par les êtres humains soit explicable par le simple fait que ces êtres humains sont déconnectés ou pas vraiment en contact avec leur inconscient, en respect avec leur inconscient. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un livre qui le décrit très bien. Le livre, c'est 10 mots où tu as mal, je dirais ce que tu as, de Michel Odoul, qui explique la somatisation, effectivement, dans le corps. C'est-à-dire que le langage de l'inconscient, quand il n'est pas compris, c'est qu'il va créer dans un organe interne ou dans une partie du corps une douleur. Très bien. On va juste revenir sur Michael Jason, c'est ça, qui a écrit Michael Gerson. Ouais, qui a écrit un ouvrage très important. Qui a écrit un ouvrage très important qui s'appelle The Second Brain. Alors lui dit Second Brain parce que il veut dire le second cerveau, par analogie au premier cerveau tel qu'il entend. Mais pour moi, bon, c'est le premier cerveau. Et donc il y a une nouvelle discipline qui a été créée aux États-Unis qui s'appelle la neurogastro-entérologie. Et à ce moment-là, ça modifie tout parce que au niveau de la pharmacopée, il va falloir diminuer les doses de tous les médicaments de 95%. Je t'avoue qu'à ce niveau-là, l'industrie pharmaceutique va s'écrouler, mais ça, c'est pas notre problème. 95% de moins parce qu'on doit mesurer les effets d'un médicament au niveau de l'entérique, c'est-à-dire au niveau de l'estomac et des intestins, et non plus au niveau de l'encéphale. Et donc, c'est une autre méthodologie qu'il faut faire. En fait, Lionel, quelque chose commence à être dérangeant dans ce que tu dis. J'ai l'impression que tu vas te faire des ennemis sur la planète, puisque résumons pour l'instant déjà les grandes classes d'ennemis que tu es en train de te constituer. Il n'y a pas de Dieu à l'extérieur. Mm-hmm. Nous sommes des dieux, on en parlera, parce que nous sommes tous des dieux. Nous sommes tous des dieux. Voilà. Dieu est en nous. Voilà. Aïe aïe aïe, déjà première catégorie de gens qui ne vont pas forcément voir d'un bon oeil ce que tu dis, nous l'imaginons bien, l'ensemble des religions sur cette terre. Deuxièmement, aïe aïe aïe, tu es en train de te mettre à dos à la fois les médecins, en tout cas une très grande catégorie de médecins, avec leurs grands amis, les laboratoires pharmaceutiques, nous sommes bien d'accord. On est bien d'accord, oui. Très bien. Je ne sais pas trop combien de temps il nous reste, mais tu comptes nous créer d'autres ennemis comme ça, d'autres grandes catégories dans les... Il y a l'agro-industriel qui va disparaître, il y a le laboratoire, il y a le seul plan politique également, un Dieu laïque, effectivement, puisqu'on réunit l'inconscient laïque ou le Dieu laïque, donc c'est nous-mêmes, c'est-à-dire que chaque être humain a son propre pouvoir, a son propre gouvernement, chaque individu a un pouvoir fabuleux, c'est-à-dire qu'en changeant son mode de consommation, on change une société sans faire la révolution dans la rue. D'accord. Tu imagines bien que là, tu es bien conscient que je pense à ta petite vie. Et je commence à m'inquiéter pour ta survie aussi, mon cher Lionel. Non, là c'est une blague, une boutade. On risque rien. Pourquoi ? Parce que ces choses-là sont déjà en train d'être touchées par plusieurs philosophes et plusieurs chercheurs. Donc on en prend bien conscience. Il faut savoir qu'il y a des docteurs en médecine qui prennent bien conscience qu'on a un second cerveau. Il y a des médecins en France qui font des conférences sur ce sujet, je te rassure. Il y a des docteurs qui commencent à dire que les médicaments, c'est pas ce qu'il faut. Il faut savoir que 30% des médecins généralistes ne pratiquent plus la médecine générale telle qu'on l'entend. Il y a beaucoup de médecins qui se mettent à des médecines dites alternatives, notamment dans l'homéopathie. Donc si tu veux, il y a déjà dans la médecine actuelle des changements profonds, même au niveau de l'hypnose, parce qu'on opère sans anesthésie. Donc à ce niveau-là, ça commence à être pris en compte. C'est quelque chose qui est lent. Au niveau de Dieu, au fondement, donc toi là je te rassure complètement, les médecins sont en train de changer de fusil d'épaule, premier élément. Donc le laboratoire, c'est leur problème, c'est plus le nôtre. S'ils veulent se transformer en hypermarché de médicaments, c'est leur problème. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Là j'ai un trou, c'est un peu un classique dans ce genre de conversation en tous les cas. En fait, tu étais en train de nous évoquer. Ah oui, et concernant les croyants, puisque tu veux faire des ennemis, pas du tout, puisque bizarrement les gens qui sont contre ma découverte, que ce soit les musulmans, les chrétiens ou les protestants,
protestant, comme dans une phrase de la Bible qui dit Dieu est en nous, ils me laissent dans ma découverte en fait. Après eux, de croire qu'il y a un Dieu créateur, je laisse les croyants à croire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas d'antinomie forcément avec les croyants, en fin de compte, même au niveau biblique, puisque si je dis on remplace le mot Dieu par son propre prénom, si Dieu est en nous, à la limite, ils peuvent le comprendre et l'admettre. Donc philosophiquement, les croyants ne sont pas du tout mes ennemis. Les ennemis, ce serait plutôt, assez bizarrement, les soi-disant laïcs, ou les soi-disant libres penseurs laïcs, ça parce qu'il y a des libres penseurs qui se disent laïcs, qui sont contre mes idées. Alors et même au niveau politique, je dérange, mais parce que je pense, parce que par ma découverte, puisque je donne la révélation de chaque être humain que nous sommes tous et Dieu, qu'on ne peut pas les manipuler, etc., je leur enlève leur fonds de commerce. Parce qu'effectivement, s'il n'y a plus besoin de religion, pourquoi combattre l'islam? Si on n'a pas besoin de religion, comment peut-on manipuler les peuples? Je leur enlève leur fonds de commerce, si tu veux. Et si je dis aux laïcs, par exemple, que Dieu c'est nous, ils ne sont pas contents, parce qu'il faut que les gens puissent croire qu'il y a des gens qui croient en Dieu, comme ça on peut les attaquer sur un point de vue philosophique ou politique. Donc je leur enlève leur fonds de commerce, et donc les ennemis, comme tu dis, enfin entre guillemets, parce que je veux dire, il m'arrive à rien à ce niveau-là, je suis beaucoup plus accepté par les croyants que par les incroyants. Voilà. Oui. Et là, dans ce que tu as évoqué, on entend un déplacement de pouvoir ou de contrôle. Oui, c'est-à-dire que, c'est ça. Au travers de ta formule, on comprend que le principal pouvoir au contrôle, c'est de soi à soi, c'est sur soi-même. Oui, tout à fait. Ce qui nous rapproche du mot laïque, on va sans doute terminer aujourd'hui là-dessus, oui. Car cette notion de laïcité, est-ce que tu peux nous en parler? Donc cette notion en fait d'égalité, etc. La notion de laïcité est très importante. Moi, je me considère le fils spirituel de Jean Jaurès. C'est l'élévation de l'homme par la science et la connaissance. C'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que la sphère spirituelle est une sphère privée qui n'a rien à voir à être dans le public. Donc actuellement, il y a une confusion des genres, où maintenant le gouvernement actuel français veut remettre l'Église ou les églises, qu'elles soient, en accordance avec le gouvernement, puisque le gouvernement, il y a une discussion qui est faite actuellement, j'espère que ça s'arrêtera demain, où le gouvernement devrait financer soit les mosquées, soit les cathédrales, soit les églises protestantes, ou quelque église que ce soit. Bon, ce qu'il faut combattre à ce niveau-là. Et donc, la laïcité pure, c'est-à-dire que par ma découverte que l'inconscient c'est le Dieu laïque, en fin de compte, je mets la laïcité pure, c'est-à-dire débarrassée de toute religion, de toute obédience de quelque nature que ce soit, au centre de la philosophie sociétale, c'est-à-dire que la laïcité remet l'être humain au centre de la société, et ce n'est plus la société qui va diriger l'humain. C'est-à-dire que chaque être humain devient indépendant, devient son propre moteur, et à ce moment-là, la laïcité est une philosophie qui est l'une des plus grandes qui puisse exister dans notre humanité. Et en plus, en t'écoutant Lionel, on comprend une chose, c'est que pour parler du mot paix, cette notion de paix, elle est réalisée doublement, d'après ce que tu dis. C'est ça. C'est-à-dire déjà, si l'on parle de l'individu par rapport à lui-même, le fait de mieux mettre en relation son conscient et son inconscient pacifie, sérénise, on va dire. Ça sérénise, tout à fait. Et de la même manière, les individus, les uns par rapport aux autres, détachés de ce contrôle, de ce pouvoir qui est une vraie chape de plomb sur eux, c'est ça. Renforcent une relation pacifique, une relation de paix, l'un vis-à-vis de l'autre, puisque tout le monde est égal. C'est bien cela? C'est ça. C'est-à-dire que... Donc il y a une vraie... Si j'ai bien compris, c'est ça. J'ai envie d'être français dans ce que je vais dire. C'est qu'il y a une vraie égalité, il y a de nouveau une vraie fraternité, et vis-à-vis d'instances de pouvoir ou de contrôle qui disparaissent, il y a donc de nouveau une vraie liberté. Nous sommes donc bien dans la laïcité, liberté, égalité,
fraternité. Tout à fait, c'est-à-dire les inconscients sont égaux entre eux, puisqu'on a tous un estomac et des intestins, donc les inconscients sont identiques dans le monde. Il n'y a plus de notion de religion, ni de politique, ni de race, ni quoi que ce soit. Nous faisons partie d'un même monde, nous faisons partie qu'une seule race, c'est l'espèce humaine. Jean Jaurès l'avait dit d'ailleurs, nous faisons partie de l'humanité, et l'inconscient est collectif, ça rejoint les travaux de Carl Jung, et à ce moment-là, cet inconscient collectif va se réveiller et va permettre en sorte que tous les humains égaux entre eux peuvent avoir une vie bien fraternelle. Bah écoute, Lionel, déjà, merci pour ce premier entretien qui en appelle bien d'autres. Bien sûr. Donc, juste à titre d'information, dans les prochains modules, nous rentrerons dans le détail. Aujourd'hui, nous avons vu le tronc, si l'on pouvait dire, globalement. Et petit à petit, nous cheminerons sur les grandes branches qui ont émergé de cette première discussion avec Lionel. Donc, au plaisir de vous retrouver. Au revoir Philippe, et puis au plaisir de te revoir. Au revoir.